bien salut à tous, c'est le Doc. Aujourd'hui on va parler de Jordan Peterson et de son ouvrage majeur Map of Meaning, la carte des sens. C'est parti, générique. Si tu es abonné sur cette chaîne depuis un moment, tu dois savoir que j'aime beaucoup le travail de Jordan Peterson. Donc c'est un psychologue clinicien canadien qui est connu notamment pour avoir écrit deux ouvrages qui ont été des succès planétaires, 12 règles pour une vie, un antidote au chaos, et la suite, donc 12 nouvelles règles par-delà l'ordre. Mais souvent, il y a des critiques à l'encontre de Jordan Peterson parce que certains estiment que c'est un gourou qui t'apprend seulement donc à faire ton lit le matin et à tirer la chasse après être allé aux toilettes. Mais en réalité, il est bien plus que cela et la plupart des gens ne connaissent pas son premier ouvrage qui est Map of Meaning, la carte des sens. Malheureusement, donc, il est seulement disponible en anglais, mais j'ai décidé aujourd'hui de faire cette vidéo qui est une sorte donc de résumé détaillé de l'ouvrage, en espérant qu'un jour il soit donc traduit en français pour que tu puisses le lire. Donc, Jordan Peterson, il commence l'ouvrage en expliquant que quand il était jeune, il a un petit peu succombé aux idées de gauche. Et il a donc adhéré au NPD, qui est un parti de gauche canadien. Mais ce qui l'a vraiment étonné en arrivant dans le parti, c'est que la plupart des autres militants n'étaient pas véritablement dans une posture d'aide envers les autres. Ils étaient surtout animés par une sorte de ressentiment envers la réussite de ceux qui gagnaient beaucoup d'argent, ou encore ils aimaient plutôt cette posture qui est qu'en fait ils aimaient le fait d'être de gauche pour se montrer vertueux en quelque sorte. Et Jordan Peterson a été agacé par ce type de comportement. Il a donc quitté le parti et il s'est intéressé donc aux travaux de George Orwell, qui est un auteur qui est plutôt orienté à gauche et qui pourtant, dans Le Quai de Wigan, qui est l'un de ses livres les plus connus, à part 1984 bien sûr, il méprisait en fait cette gauche qui détestait les riches, mais qui détestait aussi les pauvres. Peterson s'est rendu compte qu'il y avait un vrai ressentiment dans cette idéologie qu'est le socialisme. Mais toujours est-il, c'est que Peterson, à ce moment-là, il s'est intéressé aux idéologies et le fait que malheureusement, les individus, qu'ils soient de droite comme de gauche, pouvaient parfois s'emprisonner dans les idéologies et voir le monde à travers des œillères. Peterson, il faut comprendre qu'il a grandi dans un contexte qui est bien particulier, donc celui de la guerre froide, et donc d'un affrontement idéologique entre le capitalisme et le communisme. Il y avait aux États-Unis ce qu'on appelait la peur du Doomsday, c'est-à-dire donc de la purification par l'atome, pour faire simple. Et en fait, Jordan Peterson s'est posé une question passionnante, qui était la suivante, c'était que comment ça pouvait être possible qu'une partie de l'humanité soit donc prête à lancer le feu nucléaire sur une autre seulement pour des raisons idéologiques. Donc, à partir de ce moment-là, Peterson il s'est intéressé à la notion du mal. Qu'est-ce qui nous pousse à commettre des actions qui peuvent être terribles? Et à ce moment-là, Peterson, il travaillait comme psychologue donc dans une prison et il avait été témoin d'une agression où deux prisonniers avaient donc cassé la jambe d'un autre détenu parce qu'ils pensaient que ce dernier était un indique. Et Peterson donc s'est véritablement posé les questions suivantes, c'est qu'est-ce qui pousse un individu à commettre de telles atrocités? Et est-ce que moi, je serais capable de commettre des atrocités si le seuil de tolérance était dépassé en fait? Parce que pour Peterson, en réalité, nous sommes tous capables de commettre des atrocités, des meurtres et des massacres, mais c'est juste que nous avons un seuil de tolérance qui dépend en fait des individus. En soi, il se rapproche donc de l'idée qui a été théorisée par Hannah Arendt, c'est-à-dire la banalité du mal. Qu'est-ce qui pousse des individus lambda dans l'Allemagne des années 30-40 à commettre des atrocités alors que intrinsèquement, ce ne sont pas des monstres, ce ne sont pas des psychopathes, etc. Qu'est-ce qui fait qu'en fait, ils vont commettre ces atrocités-là? Et ça, c'est une question qui hante Peterson. Il s'intéresse également donc à l'URSS, où il y avait des parents qui étaient prêts à manger donc leurs propres enfants parce qu'il y avait des épisodes de famine qui étaient terribles. Et Peterson se demandait si lui-même, dans des circonstances similaires, il aurait pu succomber à de telles atrocités. Et pour Peterson, se poser ce genre de questions, c'est un exercice difficile parce que ça peut nous mener à des réflexions assez malsaines. Donc de facto, Peterson il s'est intéressé aux mythes et légendes. Parce que pour Peterson, les mythes et les légendes, comme pour Jung, sont les fondations de nos civilisations.
et que ces mythes et légendes-là ont permis de créer des institutions et des modèles politiques qui sont malgré tout stables. De plus, Peterson aime beaucoup le travail donc de Solzhenitsyn, qui dans l'archipel du Goulag estimait que c'était pas spécifiquement les régimes politiques ou les idéologies qui étaient la source du mal, mais c'était le cœur des hommes avant tout. C'est en fait les idéologies et les régimes politiques, c'était juste donc des excuses en réalité, mais avant toute chose, c'était dans le cœur des hommes que se passait cette notion entre l'affrontement entre le bien et le mal. Peterson note qu'aujourd'hui, il y a un rejet pour les mythes et légendes. Pourquoi? Parce que d'une part, une partie donc de la jeunesse se désintéresse de tout ça, elle préfère regarder des merdes sur Netflix. Et il ajoute également que les sciences ont pu parfois mettre en difficulté les mythes et les légendes ou la religion. Mais en réalité, pour Peterson, les mythes et les légendes ne rentrent pas forcément en contradiction avec la science. Parce que pour lui, la science essaye d'expliquer donc des événements dans un monde objectif, tandis que les mythes et légendes cherchent à avoir une lecture symbolique et une lecture donc subjective, qui dépend en fait des individus. Et il pense, Peterson, que malgré tout, les mythes et les légendes, ou les phénomènes religieux, sont des boussoles qui permettent à l'humanité de savoir où elle va en quelque sorte, et de trouver des réponses à certains de ses problèmes. C'est ce qu'on avait dit longuement dans la vidéo sur Carl Jung. Pour Peterson, en fait, il y a une sagesse qui est intrinsèque à chacun des mythes, des légendes, etc. Et que cette sagesse, à un moment donné, elle a malheureusement été transformée en une idéologie qui est presque monolithique et qui ne bouge pas. Les mythes sont irrationnels dans le sens où, en fait, les individus doivent avoir des lectures personnelles et implicites de chacun donc des mythes et des différentes légendes. Ce qui fait que pour Peterson, les différentes civilisations ne vont pas avoir des lectures similaires d'un seul et même mythe ou d'une même religion. Mais le problème pour Peterson, c'est que nous sommes arrivés dans une ère de la rationalité et que des fois on essaye d'expliquer donc certains grands textes religieux, certains mythes ou même certains grands ouvrages de la littérature au regard donc d'une forme de rationalité qui vise à donner une seule et même version donc du texte. Et pour Peterson, c'est véritablement une catastrophe parce que le mythe a beau être irrationnel et sujet à des interprétations multiples, il n'en demeure pas moins qu'ils sont la fondation d'une civilisation occidentale notamment qui est malgré tout prospère et équilibrée. Et donc pour lui, en soi, on est en train de scier la branche sur laquelle on est assis. En fait, pour Peterson, on est en train d'enlever le caractère symbolique et implicite des mythes, toujours en voulant les expliquer par une forme de rationalité de l'extrême et toujours vouloir trouver des réponses qui soient donc presque parfaites et quasi scientifiques. Sauf qu'en fait pour lui on perd toute la substantifique moelle et la force donc de ces mêmes mythes. Peterson ensuite il va analyser deux archétypes et il reprend donc notamment les travaux de Carl Jung et il parle donc de deux archétypes. Celui de la grand-mère qu'on retrouve notamment avec la figure de la Vierge Marie ou de la déesse Kali. Et en fait donc cet archétype de la grand-mère est à la fois donc fondateur de la vie mais peut être aussi destructeur et c'est surtout l'inconnu. C'est le brouillard, c'est la zone que l'on ne connaît pas, c'est l'inexploré. C'est ce qui est le contraire du familier. Et en fait, Peterson fait une analogie, en soi c'est comme une grotte sombre, soit il va y avoir donc dans la grotte de la nourriture, de l'or, tout ce que tu veux, donc quelque chose qui peut être positif, ou alors il va y avoir un ours qui va te soulever. Donc c'est-à-dire que l'archétype de la grand-mère, c'est cet inconnu qui peut être à la fois donc source de grande espérance et qui peut apporter beaucoup, mais qui peut également te causer du tort. Et il oppose donc cet archétype de la grand-mère avec celui du grand-père. L'archétype du grand-père, c'est la zone qui est familière, c'est le confort, c'est la sécurité en quelque sorte, c'est l'ordre de la société qui est hiérarchisé par des règles. Pour Peterson, l'ordre social, il s'articule sur plusieurs choses, les rituels patriotiques, les mythes et légendes, les symboles, les archétypes et le prophète, donc par exemple Jésus ou même Bouddha. Mais il y a également ce qu'on appelle le père tyrannique, c'est-à-dire donc un ordre social avec donc beaucoup trop de règles et qui va chercher à uniformiser. C'est-à-dire que pour Peterson, le vrai danger, c'est ce qu'il appelle le fascisme. Mais attention, il ne reprend pas la définition du fascisme italien ou le fascisme qui est tout le temps dit à tort et à travers par la gauche. Non.
Pour lui, le fascisme, c'est tout simplement une volonté d'uniformiser la société. Donc ça peut être, par exemple, avec le nazisme, ça peut être avec le communisme, etc. Donc c'est tous les régimes totalitaires qui vont poser un cadre beaucoup trop strict. L'individu ne va donc pas pouvoir explorer cette fameuse contrée inexploitée donc de l'archétype de la grand-mère, parce qu'il est bloqué. Pour Peterson, souvent le symbole qui représente ce père tyrannique dans les œuvres de la culture populaire, c'est le roi un peu malade et vieillissant, qui ne se rend pas compte que sa cité est totalement en perdition et qui a mis beaucoup trop de règles, etc. Toujours, en fait, c'est représenté via des personnages symboliques. Peterson rajoute qu'en fait, les mythes, les légendes ou même la religion ont posé des règles dans nos sociétés. Parce qu'avant, en fait, il n'y avait pas un État-providence, il n'y avait pas les règles de la sécurité sociale, etc. Et donc, il fallait autoréguler les individus par le biais du mythe. Et c'était une bonne chose. Par exemple, Peterson explique que la règle qui est ancrée dans de nombreuses religions comme pas de sexe avant le mariage, c'est en fait une volonté de préserver les individus et de se retrouver dans des situations où un homme va faire donc un enfant à une femme, il va l'abandonner, la femme va pas pouvoir travailler et subvenir à ses besoins et donc ça va créer un déséquilibre dans la société. C'est-à-dire que en fait les mythes, les légendes ou même le phénomène religieux ont voulu poser des règles d'autorégulation qui aujourd'hui semblent un petit peu éloignées parce qu'en fait on a un État infantilisant qui véritablement s'occupe de tout. Aujourd'hui, donc, ça reste des tabous qui sont quand même malgré tout ancrés dans l'inconscient collectif, mais qui visent de plus en plus à disparaître. C'est-à-dire qu'en fait, on a une pseudo-liberté, mais en fait, qui est encadrée via donc des normes du droit, etc., ou des institutions. Et en fait, l'individu est même encore moins libre qu'à l'époque où justement il avait des principes qui étaient véhiculés par le mythe, la religion, etc. Pour lui, on se retrouve dans un paradoxe, c'est-à-dire qu'on pensait que la religion, les mythes donnaient beaucoup trop de cadres et de règles, alors que paradoxalement aujourd'hui il semble y en avoir moins, alors que nous sommes moins libres qu'avant peut-être. C'est-à-dire qu'avant on avait un carcan moral qui venait donc de la religion et maintenant c'est l'État qui s'occupe de tout. Peterson ensuite dans l'ouvrage analyse longuement ce qu'il appelle les rites initiatiques, qui vise donc à ce qu'un jeune homme devienne un adulte à travers un rite. Alors ça dépend donc des différentes civilisations, mais ça comprend toujours une idée de sacrifice. Et pour lui c'était une bonne chose ces rites d'initiation. Pourquoi? Parce qu'en fait l'individu savait à l'avance que telle année, il devait passer un rite qui serait particulièrement difficile et qui serait considéré comme un adulte. Donc c'est-à-dire que l'individu prenait la conscience donc de la difficulté de cette mission et qu'il commençait à réfléchir et à penser comme un adulte pour pouvoir réussir l'épreuve. Et il savait que après donc le rite d'initiation, il devait avoir un comportement d'adulte parce que le groupe l'avait accepté comme étant un adulte. Donc pour lui c'était une bonne chose, même si ça a un côté artificiel, c'est-à-dire que telle année tu vas faire ton rite, mais aujourd'hui en fait on a remplacé cela par les études ou le monde du travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on est considéré comme un adulte à partir du moment où on va à la fac ou à partir du moment où on rentre dans la vie active. En réalité, j'ai jamais vu autant de personnes raisonner comme des enfants qu'à la fac. Pourquoi? Parce que le problème aussi pour Peterson, c'est qu'on a une génération qui a materné les individus, avec donc des jeunes qui quittent de plus en plus tard le foyer familial et qui n'arrivent pas véritablement à s'émanciper. Et à l'époque, donc le rite initiatique crée une sorte de passerelle entre le monde de l'enfant et le monde de l'adulte. Même si cette passerelle semblait artificielle, il n'en demeure pas moins que l'individu, une fois qu'il avait passé cette étape, il pouvait se considérer même lui-même comme un adulte. Et maintenant, le simple fait d'aller à la fac avec tout ce que ça implique, c'est pas suffisant pour se rendre compte qu'on est véritablement des adultes, puisqu'en fait on est toujours plus ou moins materné, soit par nos parents, soit par l'État. Ce qui amène Peterson à parler donc de la figure du héros. Le héros, donc c'est quelque chose qui revient souvent dans les textes de Jordan Peterson, et on peut citer également des auteurs comme Joseph Campbell qui ont beaucoup écrit sur le héros. Et pour Peterson, en fait, le héros, c'est celui qui va aller vers cet inconnu, que je vous ai cité tout à l'heure, pour rétablir un équilibre qui a été perdu. Donc, par exemple, on peut citer la communauté de l'anneau dans le Seigneur des Anneaux, où on a donc plusieurs individus qui décident d'aller dans l'inconnu ou vers le Mordor pour essayer de rétablir un équilibre qui est en train d'être menacé par Sauron et les forces du mal.
On peut citer également donc Simba dans Le Roi Lion, qui va donc un petit peu jouir comme un hédoniste de tout avec ces deux socialistes de Timon et Pumba. Mais vu que Scar a remis complètement en cause l'équilibre qui était pourtant celui de son royaume, au bout d'un moment, il se dit « je dois y retourner pour établir l'équilibre perdu ». Pourtant, il va vers l'inconnu, il ne choisit pas la facilité. Il pourrait se dire « je reste chez moi avec Timon et Pumba ». Non, il y va. Et en fait, on retrouve donc cette idée du héros qui doit rétablir cet équilibre dans beaucoup de créations humaines, donc depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours en réalité, ou même on peut citer l'épopée de Gilgamesh, etc. Le problème, c'est que parfois pour Peterson, la culture est en danger. Et il y a plusieurs choses qui peuvent mettre en danger notre appréciation des mythes, de la religion, etc. Tout d'abord, donc, c'est l'émergence dans notre culture d'une culture différente trop forte. Ensuite, c'est les catastrophes naturelles, les guerres, les épidémies, etc. Ensuite, on a ce qu'on appelle la critique rationnelle. Donc, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. À force de vouloir tout le temps donner des explications à tout rationnel, on en perd donc tout l'intérêt. Et enfin, les esprits créatifs, c'est-à-dire que pour Peterson, il y a des individus qui peuvent parfois, en créant des idéologies, etc., remettre en cause toute notre culture, même si la plupart du temps, en fait, ça va avoir une volonté régénératrice. Peterson revient un petit peu sur la notion du héros, et il explique que le héros, donc, pour faire face à cet inconnu, il doit souvent donc faire des sacrifices. Le sacrifice est un passage quasi obligatoire. On peut citer là encore de nouveau le Seigneur des Anneaux, où Frodon il vit tranquillement dans la comté, c'est la vie d'Aloca pour lui, c'est l'archétype donc du grand-père, c'est l'endroit familier, c'est la paix, c'est la stabilité, c'est l'ordre social, mais s'il ne quitte pas la comté avec la possibilité de jamais la revoir, il ne pourra pas détruire l'anneau et donc rétablir cet équilibre. Donc le héros, c'est celui qui a cette notion du sacrifice. Il est prêt à se sacrifier lui-même pour la communauté. C'est-à-dire que si Frodon il vivait dans un monde individualiste comme aujourd'hui, il serait jamais parti de la comté et il aurait attendu sa propre destruction en sirotant une pina colada avec Gandalf. Mais ça se passe pas comme ça, non, parce qu'il décide d'aller vers l'inconnu et de faire des sacrifices immenses qui lui coûteront cher pour le bien commun, pour la communauté, pour le dépassement. En fait, pour Peterson, il faut qu'on affronte le danger, il faut affronter la bête avant que cette dernière, avant que le danger ne s'installe trop durablement dans notre vie. C'est-à-dire qu'au lieu d'attendre que le danger vienne à nous et qu'on soit, on va dire, pris au dépourvu, il faut aller l'affronter directement. Et il fait un parallèle qui est intéressant, il parle donc des gens qui ont des phobies, notamment au niveau des animaux, etc. Et il explique que c'est justement en mettant les gens en contact avec leur phobie qu'ils arrivent généralement à soigner cette dernière. Donc il faut aller vers le danger et pas laisser le danger venir à nous et s'installer. Pour Peterson, on revient à ce qu'il disait au début du livre, c'est-à-dire la notion de mal en fait. Qu'est-ce qui fait que le mal s'installe? Qu'est-ce qui fait qu'on embrasse le mal? Eh bien tout simplement pour Peterson, c'est ce refus d'aller donc de l'avant, d'aller vers cet inconnu, de faire des sacrifices, d'accepter donc ce danger que ça représente d'aller vers l'inconnu et de laisser donc installer le chaos dans notre vie. Et le fait de laisser le chaos s'installer dans notre vie, ça va nous faire embrasser notre part d'ombre. Pour Peterson, le mal, c'est le rejet de cette exploration héroïque qui vise à se sacrifier et à aller de l'avant. Peterson revient notamment sur le péché originel, qui est vu d'une manière un petit peu négative, où l'homme a été puni par Dieu, alors que pour lui, justement, le péché originel nous a permis de connaître le bien comme le mal. Ça nous a donné une sorte de libre arbitre. Peterson avance en disant que le héros, c'est celui qui fait preuve d'humilité, c'est-à-dire reconnaître à la fois ses forces comme ses faiblesses. Et Peterson fait un autre parallèle avec la Bible où il cite Caïn et Abel. Donc Caïn et Abel sont deux frères. Ils font des sacrifices envers Dieu et c'est le sacrifice de Abel qui est accepté. Et Caïn, donc dans une sorte de jalousie vengeresque, il décide donc de tuer son propre frère. Et en réalité, pour Peterson, il n'a pas fait preuve d'humilité parce que Caïn donc a embrassé sa part d'ombre alors qu'il aurait dû se dire bien c'est de ma faute, je n'ai pas donné un sacrifice qui était assez grand, donc Dieu n'a pas voulu de mon sacrifice et j'ai choisi la facilité en tuant mon frère parce que j'estimais que c'était de sa faute. Il a succombé à sa part d'ombre parce qu'il n'a pas reconnu et n'a pas eu cette humilité de dire que c'était de sa faute, c'était sa faiblesse. Pour Peterson, c'est ce qu'on appelle l'archétype donc des frères hostiles.
C'est par exemple donc dans Le Roi Lion, Scar contre Mufasa, c'est donc Caïn et Abel, c'est donc Jésus et Satan, etc. C'est donc celui qui va représenter la figure de bien, le héros, celui qui est prêt à faire ses sacrifices, qui est digne, qui essaye toujours de chercher cet équilibre, et en face, celui qui va embrasser sa part d'ombre et qui ne va pas reconnaître cette humilité. C'est-à-dire que Peterson donne un autre exemple, lorsque tu vas un peu trop boire en soirée, celui qui va avoir cette humilité de dire j'ai trop bu et qui ne va pas prendre la route parce qu'il sait très bien que c'est un risque pour lui ou pour les autres, tandis que celui qui va embrasser en quelque sorte sa part d'ombre et commettre le mal, c'est celui qui va se dire non mais tant pis, c'est pas grave. Il rejette en fait la faute sur les autres, alors qu'en réalité elle vient de toi. Et en fait pour Peterson, il y a deux menaces qui sont vraiment extrêmement importantes donc face à cet équilibre. C'est le fascisme donc que je vous ai cité tout à l'heure, cette volonté d'uniformisation, mais également ce qu'il appelle le décadent, c'est-à-dire l'individu qui va tomber dans une forme d'hédonisme où pour lui il n'y aura rien de sacré, tout est relatif, ça sera toujours de la faute des autres si c'est un gros nul qui arrête pas donc d'enchaîner les échecs, il va jamais se remettre en question, et pour lui ce sont vraiment deux périls. Et aujourd'hui pour Peterson il n'y a plus véritablement de risque fasciste, mais par contre on est rentré dans une ère de la décadence où les individus donc sont vraiment laissés aller et où ils ont tendance donc à remettre la faute sur les autres. Et moi j'aurais tendance à dire qu'en réalité on va vers un mélange de ces deux concepts avec donc le wokisme qui est à la fois donc une sorte de détestation de soi et de toujours donc trouver des boucs émissaires, avec donc la mise en place d'une sorte de fascisme woke, puisqu'il y a une volonté en plus d'uniformiser ce discours. Donc pour moi en fait c'est plus compliqué que ça, c'est un mélange de ces deux notions. Donc en somme, pour Peterson, le héros c'est celui qui accepte l'inconfort, qui va affronter la bête et qui est conscient donc de faire des sacrifices tout le long de ce voyage périlleux parce qu'il sait aussi que c'est à la fois bon pour lui mais bon pour le collectif. Et en fait c'est directement en lien avec ce que j'essaye d'inculquer au travers de cette chaîne, c'est-à-dire devenez des barons, devenez des individus dignes avec des valeurs qui vont justement jamais choisir la facilité et qui seront prêts à faire des sacrifices pour le bien de tous. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Toujours est-il, c'est que je t'invite à lire donc la carte des sens, Map of Meaning, même si tu as eu peut-être l'impression de retrouver certaines idées, notamment dans ces deux ouvrages, 12 règles pour une vie, ou bien par rapport à des notions qu'on a abordées dans la vidéo de Carl Jung, c'est normal, puisqu'en soi 12 règles pour une vie, c'est une adaptation un petit peu de Map of Meaning simplifiée, mais véritablement quand tu vas le lire, il va te donner beaucoup plus de références, d'archétypes, etc. Je t'invite à aimer, commenter, partager, abonne-toi surtout, et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était le Doc, ciao les barons.